Bonjour à tous, bienvenue sur ce Zoom pour le webinaire donc consacré à la licence droit et culture juridique. Donc ce soir, on est entouré donc de Madame Martin, qui est responsable de la licence, et des étudiants qui vont venir témoigner également donc dans ce parcours, qui vont venir témoigner sur les sur leurs différentes expériences par rapport à la formation. Voilà, je vous laisse peut-être chacun vous présenter pour que chacun puisse identifier qui est qui. Tiens, je pense que c'est pas très compliqué de dire que c'est moi, Madame Martin. Bonsoir à tous. Donc, je suis Caroline Martin, responsable de la licence droit et culture juridique. Donc, je vais vous dire quelques mots de cette licence et puis je vais laisser essentiellement la parole à nos étudiants pour qu'ils vous donnent des infos sur ce qu'est la licence droit et culture juridique. Donc, vous laisse vous présenter. Joséphine, Nathan, allez-y. Du coup, bonjour, moi c'est Joséphine et je suis en deuxième année à la Cato en licence droit et culture juridique. Bonjour à tous, moi c'est Capucine, je suis en deuxième année aussi dans la licence droit et culture juridique. Bonjour tout le monde. Nathan, j'espère que vous allez bien. En troisième année de droit et culture juridique et originaire de Normandie au passage. Alors, on a également Louis et Margot. Louis, Margot, si vous pouvez mettre le son et allumer éventuellement votre caméra si c'est possible pour vous. Moi j'essaye là de l'activer actuellement, mais il y a mon ordinateur qui a bloqué l'accès à la caméra, donc je suis en train d'essayer de régler ça. Mais sinon pour me présenter, je m'appelle Margot et je suis également en troisième année de licence droit et culture juridique. Euh, Bonjour à tous. Moi, c'est Louis et je suis en deuxième année de licence droit et culture juridique. Et ben, je crois qu'on a tout le monde. On peut commencer. Donc, on vous propose une petite présentation de la licence dans les grands principes. Et puis, effectivement, les étudiants vont témoigner, vont rebondir sur différents éléments. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On est là pour tous y répondre. Bien, donc c'est moi qui vais démarrer par une présentation assez rapide de la licence droit et culture juridique. Alors, la licence droit et culture juridique, c'est la licence, on va dire, classique de droit, celle qui va vous permettre d'étudier le plus de matières en droit, d'accord, par rapport à la licence Euro, la licence Sciences Po ou la licence droit et gestion de l'entreprise. Donc, c'est vraiment celle où vous aurez le plus de matières de droit. Alors, quelques mots sur la première année, puisque j'ai cru comprendre qu'on avait des étudiants essentiellement deuxième et troisième année qui, par définition, ont réussi leur première année. Mais sur l'accueil en première année, vous allez démarrer cette licence droit et culture juridique par une unité de transition. Donc, on va vous accueillir pendant 3 semaines pour vous mettre dans le bain du système universitaire. Et pendant ces 3 semaines, vous allez avoir des cours de droit, mais surtout des séminaires qui auront pour but de vous apprendre à prendre des notes, à trouver vos marques, à construire un planning et à démarrer en douceur dans cette nouvelle aventure euh, qui est cette première année d'université. En licence droit et culture juridique, vous aurez aussi évidemment des cours magistraux, les cours fondamentaux de droit civil et droit constitutionnel, donc qui sont communs à tous les parcours. Donc là, vous aurez des cours d'amphi où vous serez tous rassemblés. Et puis des travaux encadrés associés à ces cours fondamentaux, droit civil et droit constitutionnel. Donc, le planning sera le même pour l'ensemble des licences, c'est-à-dire que vous aurez les cours fondamentaux le lundi, lundi matin, lundi après-midi, et les travaux encadrés associés à ces cours fondamentaux le jeudi et le vendredi pour vous permettre de vous immerger dans la thématique et de pouvoir travailler sur la semaine les cours qui ont été
vue le lundi. Quelles sont les spécificités de la licence droit et culture juridique? Alors, de manière générale, nous avons des spécificités pour tous les parcours, c'est-à-dire que nous proposons une pédagogie innovante. Nous proposons des cours avec une grande interactivité, un échange entre les enseignants et les étudiants. Donc, bien sûr, cette interactivité, on la retrouve dans les séances de travaux encadrés, puisque vous êtes dans des petits groupes de 25 étudiants. Donc, ça facilite évidemment les échanges. Donc, on fonctionne par système de cours inversés, d'exposés. L'idée étant de mettre l'étudiant au cœur de cette formation. Et puis, nous proposons aussi des dispositifs cliniques du droit. Donc, moi, je vais vous parler plutôt du dispositif spécifique à la licence DCJ. Et enfin, s'agissant de la notation, là aussi, on propose un système qui est plutôt innovant puisque nous évaluons, enfin innovant par rapport au système universitaire, bien entendu, nous évaluons la compétence. Alors, la réforme Prélude, on vous l'expliquera, on vous l'a peut-être déjà expliqué dans les journées portes ouvertes, mais consiste tout simplement à évaluer les étudiants sur un contrôle continu et ne pas évaluer que les connaissances, mais également les compétences. Donc, je pense que les étudiants en diront un petit peu plus. N'hésitez pas à me couper si vous avez, voilà, si vous voulez intervenir. Pour la licence droit et culture juridique, nous allons vous proposer un dispositif clinique spécifique qui consiste à apprendre le droit par la pratique. Donc, dès la première année de licence, vous aurez des cours de clinique qui seront dispensés par des professionnels, des avocats pour la première année, et puis en deuxième année, des juristes en droit public et aussi en droit privé. Et puis, en troisième année, donc là, je laisserai peut-être les étudiants expliquer, on vous demandera de créer votre petite entreprise. Donc, vous aurez des intervenants différents qui pratiquent les métiers du droit, donc des avocats, des commissaires de justice, des juristes d'entreprise qui viendront dispenser leurs cours pour vous montrer comment ce que vous apprenez dans les cours théoriques a du sens en pratique, enfin, pour mettre en pratique, pardon, les connaissances théoriques. Donc, ces dispositifs cliniques vous permettent dès la première année d'être vraiment confrontés à la réalité et surtout de donner du sens à ce que vous allez apprendre dans les cours fondamentaux. La licence droit et culture juridique a également comme spécificité de vous proposer de choisir une humanité. Alors, l'humanité, c'est une matière d'ouverture, une matière de culture générale que vous allez choisir en première année et puis que vous allez décliner sur les 3 années de licence. C'est-à-dire, j'ai la lumière qui s'éteint, super. Arnaud, tu viens m'aider. Heureusement, je suis dans les locaux, mais c'est vrai qu'on a un éclairage automatique, je suis désolée. Donc, je ne sais pas ce que je dois faire parce que ça va se rééteindre. Il faut que je lève les bras. Eh ben, super, désolée. Donc, les humanités, vous allez choisir une matière d'ouverture dès la première année, histoire, économie ou sciences politiques, et vous allez la décliner sur les 3 années pour avoir une réelle compétence dans cette matière spécifique que vous choisirez selon vos affinités. Alors, la licence droit et culture juridique, c'est celle qui va vous préparer pour les concours des professions juridiques et judiciaires. Encore une fois, c'est celle dans laquelle vous trouverez le plus de matières juridiques. Donc, elle vous prépare au master de droit, enfin, tous les masters. On pourra en discuter si vous avez des questions.
Cette matière d'humanité, elle va vous permettre aussi de vous préparer au concours. Alors, quels sont les prérequis pour intégrer la licence droit et culture juridique? Ben, le premier prérequis, c'est quand même la motivation, parce que au lycée, vous n'avez jamais fait de droit. C'est une matière qui est complètement nouvelle. Vous avez peut-être choisi l'option droit pour certains, pour une découverte à minima de ce qu'est le droit, mais vous n'avez jamais pratiqué la matière. Donc, ce qu'on attend de vous, c'est que vous soyez motivé, vous ayez envie de faire du droit, vous soyez intéressé par une profession juridique ou judiciaire, et bon, que vous ayez une maîtrise du français de base, à l'écrit et à l'oral, que vous soyez ouvert à la culture générale, mais là aussi de base, c'est-à-dire que vous vous intéressez à l'actualité, euh, vous, vous, vous lisez un peu la presse, vous savez ce qui se passe en France et dans le monde. Et puis surtout, vous êtes curieux de découvrir cette nouvelle matière, curieux du monde qui vous entoure. Et ce sont vraiment les prérequis pour entrer en licence droit et culture juridique. Il y aura probablement des questions à propos du test de sélection, mais je tiens déjà à vous rassurer, ce sont vraiment des questions très basiques qui tournent autour essentiellement de la motivation. Donc, notre taux de passage en deuxième année de licence est un taux qui est plus que satisfaisant, puisqu'on affiche 77%. Alors, je pense que c'est sur les deux campus, tout parcours confondu. Alors, sans parler du chiffre, nous avons un taux de réussite qui est quand même très satisfaisant, puisque dans les 30% ou les 25% restants, on va dire comme ça, en première année, il y a des étudiants qui souhaitent se réorienter déjà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a 25% ou 23% d'étudiants qui ne passent pas en deuxième année. Ça veut dire simplement que certains choisissent de s'orienter vers d'autres horizons. Et puis, il y a des étudiants aussi qui passent en enjambement. Donc, ça, je laisserai peut-être nos étudiants vous en parler. L'enjambement, c'est la possibilité de passer en deuxième année avec quelques matières de première année à rattraper. Donc là aussi, on propose un dispositif d'accompagnement pour ces étudiants qui ne réussissent pas tout de suite à valider l'intégralité de la première année, afin que bon, ils puissent se débarrasser, entre guillemets, des matières de première année assez rapidement, les passer, les valider pour se consacrer à l'année suivante. Que faire après la licence droit et culture juridique? Bon, le droit mène à tout. Vous pouvez évidemment postuler dans tous les masters de droit, que ce soit des masters de droit français, mais aussi masters de droit international, si vous avez un niveau de langue qui est satisfaisant. Elle prépare évidemment au concours des professions juridiques et judiciaires. Et c'est une licence qui vous permet aussi une réorientation. Je pense par exemple euh, aux écoles de commerce, pourquoi pas école de journalisme. Donc, voilà, c'est un cursus qui vous permet aussi de prendre des chemins un petit peu différents, mais de manière générale, elle vous prépare à tous les masters de droit. Donc voilà pour cette présentation très rapide. Je laisse la parole aux étudiants, et si vous avez des questions, évidemment, je suis là pour y répondre. Donc, Arnaud, je te laisse la parole, et puis les étudiants, évidemment,
c'est à vous de jouer. Alors effectivement, après cette présentation, n'hésitez pas à poser les questions sur le chat, je me permettrai de les relayer à nos différents étudiants. Mais peut-être une première question, alors qui parmi les étudiants qui veut prendre la parole, finalement, pourquoi vous avez choisi cette licence-là à un moment donné, et pourquoi vous l'avez choisi de la faire à la fac, Joséphine ou Capucine, je vous laisse peut-être répondre. Alors moi j'ai choisi de faire la licence droit et culture juridique déjà parce que c'était la plus générale et entre guillemets j'avais pas vraiment d'idée précise de ce que je voulais faire. Du coup on va dire que c'est celle qui me fermait le moins de portes et qui m'en ouvrait le plus. Ensuite pourquoi Lille? Bah moi de base je suis de Lille déjà et ensuite pourquoi la Cato? Parce que bah, j'ai toujours été dans un établissement privé et je trouvais qu'on était mieux accompagné et même les matières par exemple comme la clinique du droit. Bah, ça m'intéressait parce que je trouvais ça bah, assez intéressant d'avoir certes des cours pratiques et aussi enfin, des cours théoriques, mais aussi du pratique, c'est-à-dire avec des avocats ou des magistrats ou enfin, des personnes qui travaillent dans le droit. Donc, c'est aussi pour ça que mon choix il s'est porté vers la Cato. Et pour ma part, moi au lycée, j'avais vraiment pas du tout j'ai des matières très scientifiques. J'avais maths, physique, SVT en spécialité. Et je savais pas du tout ce que c'était le droit, donc j'y suis un peu allée à l'aveugle. Et du coup, la licence de droit et culture juridique, bah, c'était un peu pour les mêmes raisons, c'était la plus générale. Et du coup, bah, je me suis dit que ça me permettrait de voir vraiment la matière du droit en lui-même. Et moi, du coup, je viens de région parisienne, donc j'aurais pu aller au campus d'ici les Moulineaux. Après, j'ai choisi Lille plus pour des raisons personnelles. J'avais envie de partir de chez mes parents et, et j'aimais bien l'ambiance à Lille, donc voilà. Et puis la Cato, bah en fait moi c'est enfin j'avais rencontré la Cato par les ambassadeurs donc des élèves comme nous qui étaient venus dans mon lycée et ils m'avaient exposé bah, un peu tout ce qu'on vient de vous exposer, ça m'avait donné quand même pas mal envie et puis je trouve que c'était rassurant de se dire qu'on allait dans une licence où il y avait quand même un taux d'accès qui était élevé euh, puisque à côté on était très encadré et que du coup bah, on avait beaucoup de chances de réussite quoi. Du coup, ça me rassurait. Alors, si je peux me permettre, effectivement, on accompagne les étudiants, donc il y a des dispositifs d'accompagnement qui permettent aux étudiants de s'entraîner sur des exercices juridiques, puisque la vraie, la difficulté principale de cette première année de droit, c'est vraiment l'acquisition de la méthodologie juridique. Et on propose, par ces dispositifs d'accompagnement, la possibilité pour les étudiants de réaliser des exercices dans des ateliers en tout petit groupe de 8 étudiants maximum. Donc, ça leur permet de s'entraîner. Je ne sais pas si vous avez les uns et les autres déjà participé aux ateliers. Vous pouvez peut-être en dire Euh, un mot. Bah, nous, on en a fait pas mal. En L1 et en L2. En fait, les ateliers, c'est juste des cours. On est en maximum 8 élèves avec un professeur et on va vraiment voir euh, en détail la méthodologie des exercices juridiques. Donc, on va vraiment décortiquer toutes les étapes et les profs, enfin, et le professeur qui est avec nous, du coup, il peut vraiment voir nos lacunes et du coup nous faire progresser. Après, on peut en faire autant qu'on veut dans le semestre, il faut juste s'inscrire. Et on a même la possibilité, si les ateliers, on a encore des difficultés, d'aller en tutorat, où là, on est vraiment dans un entretien privé avec un prof. Donc ouais, on en a fait pas mal et à chaque fois, ça nous a été hyper bénéfique. Donc ça, c'est super. Alors, je profite de rebondir sur ces ateliers parce qu'il y a une petite question. On nous demande est-ce que les ateliers sont sur la base du volontariat pardon, de l'étudiant ou est-ce qu'ils sont imposés? Oui, c'est sur la base du volontariat. Il faut juste aller s'inscrire sur la plateforme de la fac et oui, c'est totalement volontaire. Mais c'est conseillé par tout le monde. Alors, je ne sais pas, Nathan ou Louis, est-ce que vous pouvez nous parler également de l'accompagnement? On a parlé des ateliers, on a parlé du tutorat. L'accompagnement, vous le ressentez à quel niveau également? Je pense que je le ressentirais juste de manière vraiment générale, notamment avec les travaux encadrés, donc qu'on appelle plus communément les TE qu'on a en fin de semaine. Je sais que du coup, voilà, on est dans des petits groupes de 20, 25, plus 20 que 25, à vrai dire. Et je sais que le professeur, voilà, passe dans les rangs,
donner des petits conseils, regarder ce qu'on a fait comme préparation et donner vraiment un feedback, un retour sur ce qu'on a fait. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est intéressant et ça nous permet vraiment de progresser au fur et à mesure du temps. Forcément on va passer des examens, pareil, le professeur va nous rendre nos copies, il y a toujours des annotations, des commentaires et voilà, il va du coup à la fin du cours peut-être nous donner deux, trois recommandations pour comment progresser, comment avoir une meilleure note pour la prochaine fois. Et je sais que tous les établissements pardon, ne proposent pas forcément cela aux étudiants, en effet. Mais même en TE, bah là encore, il y a 1 heure, j'étais en TE de droit civil et notre professeure, elle nous a encore proposé de nous envoyer des documents, enfin, ses propres copies à elle quand elle était en L2 pour qu'on se rende compte de comment elle était, de quelle manière elle avait eu ses notes, de comment elle était corrigée, enfin, ils sont tout le temps hyper disponibles, ils nous répondent bah, très rapidement par mail, on peut même les contacter pour avoir des conseils à tout moment, enfin, franchement. C'est sûr que on se sent soutenu et poussé par nos professeurs. Ça, c'est vrai que à la Cato, c'est très, très appréciable. Alors Louis, peut-être tu peux prendre la parole également, ou Margot. Qu'est-ce que vous Euh, appréciez justement dans cet accompagnement? Bah, moi, c'est ce que j'allais dire, surtout par mail personnellement, parce que bah, en classe, les professeurs, ils sont un peu disponibles pour tout le monde, on va dire, tout le monde répond à ces petites questions, mais c'est vrai que quand on est comme en ce moment, en session de révision, et que on bloque sur un truc, et bah, on n'a plus forcément de session de TE avant le partiel, mais je sais que moi, personnellement, mes chargés TD, ils sont super réactifs par mail, à tout moment, je peux leur envoyer un mail avec une question précise, et ils vont me réexpliquer le paragraphe en question. Ou même, bah, là, par exemple, on a des sessions de révision organisées en visio la veille du partiel. Je sais qu'en droit du travail, on avait fait ça aussi au premier semestre. Enfin, on est hyper bien accompagnés et enfin, surtout en période de partiel, je trouve que les cours, enfin, les maîtres de conférences et les chargés de TD sont très réactifs pour nous aider. Et je Alors, compléterai même en disant que pendant les cours magistraux, on peut, à la Cato, c'est quand même quelque chose qui est très sympathique, c'est pouvoir lever la main au beau milieu du cours pour poser une question directement au maître de conférence. Et je n'ai jamais vu en 3 ans de licence un professeur rejeter la question. C'est-à-dire que bon, faut toujours oser lever la main du coup devant 600 personnes à peu près, mais pourquoi pas. Le professeur du coup s'arrête, répond à la question directement. Et si jamais on est trop timide pour lever la main pendant le cours, on peut à la pause aller à son bureau et puis poser sa question de manière personnelle. Et encore une fois, il peut avoir 15-20 questions. Le professeur ne recommencera pas son cours tant qu'il n'a pas répondu à toutes les questions. Et ça, c'est quand même quelque chose vraiment d'hyper sympa pour nous les étudiants de pendant le cours, on a déjà une question, on peut directement avoir une réponse et pas forcément passer par mail, du coup. alors, tout à l'heure, vous évoquiez les partiels, justement. Il y a une question là, on nous demande est-ce qu'il a du contrôle continu ou est-ce que le passage en année supérieure est validé uniquement avec des examens de fin de semestre? Je sais pas si Euh, Louis, par exemple, tu peux ouais. répondre peut-être? Ouais. Ouais, je veux bien répondre sur ça. Alors, c'est assez pas compliqué à expliquer, mais un peu long. La Cato, ça fonctionne en contrôle continu. C'est-à-dire que pour valider votre année, vous allez avoir des blocs de compétences qui se répartissent, donc bloc 1, 2, 3, 4, etc. Et chaque bloc va se concentrer sur un fondement. Donc le 2, ça va surtout être les connaissances et le 3, ça va être les exercices juridiques. Et en fait, pour valider votre année, vous devez avoir la moyenne dans tous ces blocs de compétences pour vous permettre de passer finalement l'année suivante. Et donc, vous allez avoir des petits examens, donc des QCM dans les matières principales durant le semestre, mais également ce qu'on appelle des QRC, donc ça, c'est questions à réponse courte, donc c'est juste des petites questions auxquelles il faut répondre. Vous aurez aussi des examens en TE, donc ça peut être des QCM ou directement des trucs enfin des examens sur table. Et à la fin du semestre, souvent, on a un DS dans les matières fondamentales, donc ça peut être une dissertation, un commentaire, etc. Eh bien, et dans les blocs, les notes se compensent entre elles et les blocs se compensent d'un semestre à l'autre. Ça veut dire que, par exemple, si vous n'avez pas réussi à valider votre premier semestre, vous avez toujours une chance de compenser avec le deuxième et donc de valider votre année sans avoir besoin de passer au rattrapage. Il y a beaucoup de contrôle continu. Je me permets avec
la réforme Prélude, c'est-à-dire que tout le premier semestre, finalement, est en contrôle continu pour apprécier la progression, pour permettre à l'étudiant justement de progresser. Et c'est vraiment en fin d'année qu'il y a une épreuve terminale avec une session de rattrapage si la première session n'est pas concluante. Donc, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'occasions sur toute l'année d'être évalué et donc de rattraper un éventuel accident sur une des épreuves, un DS ou une QRC, effectivement, comme l'a expliqué Louis. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'évaluations et ça, c'est assez rassurant puisque, encore une fois, s'il y a une note qui n'est pas tout à fait satisfaisante, la prochaine peut rattraper la note. Alors, il y avait une autre question qui était, est-ce que la méthodologie donc qu'on voit à la fac est-elle suffisante ou est-ce qu'il faut s'inscrire dans une prépa en parallèle pour réussir sa première année? Bah, pour la... Non. Euh, non, pas Non, besoin. La méthodologie, vous la voyez bien en TE. Et comme on a dit, il y a des tutorats aussi. Donc, la fac fournit tout ce qu'il faut pour être bien préparé au niveau méthodologie. Puis il y a aussi des grands guides méthodologiques de plusieurs pages qui sont fournis à chaque semestre et qui sont revus en classe avec une application pratique. Donc nous, on apprend la méthodo un peu chez nous grâce au guide et puis après, le chargé TE, il fait par exemple des dissertations, des commentaires d'arrêt avec nous et à chaque erreur, il nous reprend. Enfin, pour le coup, en termes de méthodologie, personnellement, hein, j'ai jamais eu besoin d'aller voir ailleurs que sur la plateforme de la Cato et en classe. J'ai pas eu besoin de conseils particuliers en plus. et puis au final, même si tout ça, c'est pas suffisant, enfin, je pense que si, mais il y a toujours la BE où il y a plein de livres d'annales pour s'entraîner avec des corrections. Donc, non, vous avez tout à disposition à la Cato pour intégrer la méthodologie sans problème. C'est possible peut-être que vous expliquiez un petit peu ce que ça représente la méthodologie, ce que c'est, parce que peut-être que les personnes qui nous écoutent mais voient pas peut-être à quoi ça ressemble, enfin quel est l'impact. Est-ce que vous pourriez Euh, expliquer? Bah, euh, en droit, Ouais, on a non, mais vas-y, vas-y. En droit, on pense souvent que c'est que du par cœur. Donc oui, il y a forcément une partie de par cœur, enfin comme au lycée finalement. Mais c'est surtout qu'en fait, on va apprendre des notions pour ensuite les mettre en pratique dans différents exercices juridiques. Donc en première année, vous allez principalement voir la dissertation, qui n'a pas grand-chose à voir avec la dissertation du lycée, mais au fond, c'est quand même le même principe, c'est réussir ses connaissances d'une certaine manière. Euh, en première année, il y a la dissertation et le cas pratique, où en fait, là, c'est un peu, vous allez avoir une situation de fait, donc quelque chose de la vie courante généralement, et vous allez devoir appliquer en droit ce qui se passe. Donc, ça, c'est vraiment de la pratique. Et puis, en troisième année, on commence à faire des commentaires d'arrêt, où là, on vient décortiquer une décision des hautes juridictions, donc cour de cassation ou Conseil d'État. Et, voilà, sur la méthode, je sais pas ce qu'on peut. Après, la méthode juridique, elle est très stricte, mais une fois qu'elle est intégrée, ça devient un mécanisme. Donc, faut juste bien comprendre. Oui, on va vous apprendre 4 exercices fondamentaux en droit. Donc, la dissertation, commentaire de texte. Donc, ça, ce sont des exercices qui vous parlent un peu puisque vous en avez fait au lycée. Donc, on va vous apprendre les spécificités exigées en droit. Et puis, il y a des exercices complètement nouveaux comme le cas pratique. Vous l'avez dit, Joséphine. Et la fiche d'arrêt. Donc, expliquer ce qu'est une décision, expliquer la décision de justice. Donc ça, c'est vraiment un exercice très spécifique aux études de droit. Et en fait, cette méthodologie, on va vous l'apprendre dans le cadre des travaux encadrés. Alors, on peut peut-être préciser que les travaux encadrés ont une durée de 3 heures, ce qui permet véritablement de travailler en direct. Alors, il y a du travail personnel à fournir, évidemment. Et puis, en TD, on a le temps de travailler véritablement avec les étudiants par étapes
puisqu'en général, les travaux, les TD, hein, les travaux dirigés, durent plutôt 1 heure et demie dans les autres universités. Donc ces 3 heures, elles sont précieuses pour travailler la méthode, effectivement. Est-ce que vous pourriez parler un petit peu de la clinique du droit? Tout à l'heure, on a dit justement, tu avais évoqué Caroline, la clinique du droit. Est-ce que Nathan, par exemple, tu peux expliquer bah, les différentes thématiques qu'on va voir au cours de la clinique du droit? Bien sûr, avec plaisir. Donc, clinique du droit, donc c'est vraiment un cours très particulier de la Cato, hein, où en fait, en première année, on veut pratiquer le droit. Et souvent, quand on fait du droit, on pense tout de suite au métier d'avocat. Et donc, en première année, on va faire des plaidoiries. Alors, certes, en première année, on n'aura peut-être pas le fond juridique, pas encore à ce moment-là, mais par contre, la forme. La forme, ça, par contre, on peut tout à fait l'avoir. Donc, on va apprendre à s'exclamer, du coup, quelque part, devant un auditoire, par rapport à une véritable affaire. Parce que, du coup, comme Madame Martin vous l'a dit, c'est des professeurs, mais c'est plutôt des professionnels. C'est des vrais, véritables avocats qui vont vous donner des véritables affaires, forcément en barrant les noms, ce genre de choses, question de confidentialité, mais on va vraiment s'entraîner dessus. Dès lors, on va peut-être pas dire votre honneur, ça c'est ce qu'on dit par exemple aux États-Unis, on dit par exemple monsieur ou madame la présidente. Bref, on apprend du coup à parler comme si on était avocat, et je pense que c'est bien qu'on fasse ça en première année pour quelque part briser la glace et savoir s'exprimer à l'oral. C'est quand même quelque chose qui est primordial en droit et même dans la vie de tous les jours, qu'on fasse avocat ou non. Et en deuxième année, on va avoir maintenant des juristes d'entreprise, donc de droit privé et aussi des juristes de droit public, où en premier semestre, on va apprendre à rédiger des contrats. Et donc ça, c'est quand même quelque chose qui est primordial, je pense, pour tout juriste, de rédiger les contrats. Parce que dans le programme commun, en licence de droit, on va faire du droit des obligations, du droit des contrats en deuxième année. On va avoir du coup les différentes théories, enfin la théorie pure, qu'est-ce qui compose un contrat, ce genre de choses. Néanmoins, savoir rédiger un contrat, c'est quand même tout un art. Et avoir du coup des vrais, véritables professionnels pour nous aiguiller, nous donner des conseils, des astuces, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, je pense que maintenant, toutes les personnes qui sortent de L2 de la Cato savent, je pense vraiment à peu près en tout cas, rédiger un contrat. Et c'est quelque chose qui est très, très utile lorsqu'on va faire des stages. Peut-être qu'on en parlera après, mais lorsqu'on est en stage et qu'on sait rédiger un contrat, ça fait vraiment une plus-value. Et derrière, on peut vraiment débloquer des promesses d'alternance ou des contacts pour plus tard. Donc, vraiment, ça sert. Au second semestre, on va apprendre à rédiger des actes administratifs, à saisir voilà, les juridictions administratives. C'est encore une fois toute une procédure qui est complexe, vraiment, et qu'il faut savoir maîtriser. Et donc, avec des professionnels, on va y arriver. Et en troisième année, ça, honnêtement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est, comme l'a dit Madame Martin, on apprend à monter une entreprise. Monter une entreprise, c'est vraiment pareil, toute une procédure juridique où voilà, faut s'immatriculer auprès du RCS, ce genre de choses. Mais malgré toutes ces problématiques juridiques, on voit véritablement le business plan quelque part. Donc souvent, on est en groupe de trois ou quatre, on va se répartir les tâches. Donc il y en a un qui va peut-être gérer le business plan, savoir bah, comment on va faire du bénéfice, comment on va le réinvestir, ce genre de choses. Quelle forme de société on va prendre, plutôt une SAS ou une SARL. Donc ça, c'est des questions qu'on va se poser. Il y a aussi quelqu'un qui va peut-être gérer tout ce qui est ressources humaines. Je peux recruter quelqu'un en CDD, mais avec quel fondement, quel article, par exemple, et d'autres personnes qui vont voilà, faire du droit des sociétés. Et après, on va vraiment faire une restitution de tous nos choix juridiques et personnels face du coup à un jury de professeurs pour du coup décrypter tout ce qu'on a fait étape par étape. Et c'est vraiment un exercice qui est vraiment très apprécié par les étudiants, que ce soit en L1, en L2 ou en L3. Et comme je dis, c'est quelque chose qui fait vraiment la marque de fabrique de la Cato. Ouais. Alors justement, clinique du droit, il y a des cours d'amphi, il y a des TE, il y a une question qui est vraiment en lien avec ça. Comment finalement ça s'organise un petit peu votre semaine type en tant qu'étudiant en droit dans cette licence? Euh, en première année, nous, en première année, vous allez avoir tous vos CM le lundi. Donc, vous allez avoir droit constitutionnel et droit civil le lundi en cours. Donc là, il y a toute la promo. Ensuite, dans la semaine, vous allez avoir. Nous, on avait nos TE le jeudi et le vendredi. Et du coup, le mardi et le mercredi, on avait tout ce qui était nos options et nos humanités. Avec l'anglais.
Avec l'anglais, oui. Donc, en moyenne, je sais pas, on doit être à peut-être 15 heures de cours, un peu plus, je pense, par semaine, un peu plus quand même. 25. Mm. 25, beaucoup plus. 25 heures de cours par semaine. Et après, le travail personnel, franchement, ça dépend de la période de l'année. Actuellement, on va vous dire qu'on a beaucoup, beaucoup de travail puisqu'on prépare nos galops, donc c'est normal. Mais après, si on prend vraiment une semaine type, il nous faut environ il faut qu'on prépare nos TE. Donc ça dépend de est-ce qu'on aime la matière, est-ce qu'on a bien écouté en amphi et ce qu'on a à faire pour le TE. Mais globalement, ça prend 1 heure et demie par TE. Et puis après, il faut ficher nos cours au fur et à mesure. Donc ça dépend de vos méthodes de travail. Mais il y a du travail, oui. Après, est-ce que c'est insurmontable? Non. Il faut juste bien savoir s'organiser et voilà. Enfin, oui, donc enfin, personnellement, j'ai jamais autant travaillé d'heures en classe que chez moi, quoi. La rumeur, il y a autant d'heures à la fac qu'à la maison. Moi, je l'ai jamais eu. Mais après, ça dépend de chacun. Oui, alors je vais quand même affiner un petit peu. Alors, 1 heure et demie par TE, Joséphine, on va mettre un petit peu plus de travail personnel. Ben, en fait, euh, effectivement, vous avez tout à fait raison. Ça dépend de la manière dont on intègre la matière, si on aime moins. On a toujours une affinité par rapport au droit public ou au droit privé. Donc, il y a toujours une matière qu'on préfère et donc c'est plus facile de la travailler. Mais en fait, ce travail personnel, il est vraiment intéressant. Alors évidemment, quand on aime, puisqu'il ne s'agit pas d'apprendre par cœur, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le droit, ça ne s'apprend pas par cœur. Il y a forcément des règles qu'on va retenir par cœur, mais à force de les avoir travaillées dans différentes situations. Donc, les heures de travail, alors je ne sais pas si vous allez confirmer ce que je dis, mais je pense que les heures de travail, elles passent plus vite parce que on va travailler avec différents outils, différentes ressources, on va aller chercher à préciser une information, à comprendre. Parce que la chance qu'on peut avoir en droit, c'est d'étudier des matières qui nous parlent de manière générale. C'est-à-dire que voilà, vous étudiez le droit des contrats, euh, tous les jours, vous êtes confronté à des achats, des contrats divers et variés. Vous avez un appartement à Lille, vous avez un contrat de bail. Donc, ce sont vraiment des choses qui vous parlent. En première année, on va évoquer le droit de la famille, donc le mariage, le divorce. Ce sont des notions avec lesquelles vous pouvez faire des liens assez facilement. Donc le travail, il est important, on ne va pas mentir, mais il est intéressant. C'est-à-dire qu'on ne s'abrutit pas, si je puis dire, sur des notions qu'on essaye de faire rentrer par cœur. On trouve du sens. Et avec les séances de TD, on vous aide à trouver ce sens parce que les séances de TD, de TE, elles portent sur voilà, des situations pratiques, des décisions de justice qui sont de véritables décisions. Donc, ça vous aide voilà, à affiner les notions et à trouver ce sens. Alors, toujours dans la même question du rythme de la semaine, c'est quoi à peu près les amplitudes de cours? Vous commencez à quelle heure le matin? Vous finissez à quelle heure? Et en fait, ça dépend. On va dire que les cours magistraux, c'est toujours des cours de 3 heures. Comme les TE, c'est toujours des cours de 3 heures. L'anglais, c'est 3 heures. En fait, c'est beaucoup des cours de 2 ou 3 heures. Il n'y a jamais de cours de 1 heure et demie. Souvent, c'est des cours de 2 3 heures. Et en fait, il peut y avoir des journées très chargées, comme des journées un peu moins chargées. Par exemple, là, le mardi, enfin, moi, je sais que j'enchaîne, j'ai 3 heures d'anglais. Après, c'est 3 heures de TE de civil. Après, 3 heures de TE d'admin. Et par exemple, le mercredi, c'est un peu plus cool, on va dire, dans le sens où le matin, j'ai 2 heures de droit civil des biens. Après, j'ai un trou de 4 heures. Et après, j'ai mon TD de pénal de 3 heures, 2 heures, le TD de pénal, puisque c'est considéré comme une option en deuxième année. Mais en soi, nos journées, elles se ressemblent pas vraiment. Dans le sens où c'est pas du 9h-20h tous les jours. Donc, ça permet quand même de nous laisser du temps pour travailler. Ou moi, je sais que j'habite pas sur l'île même. Du coup, je vais à la BU pour réviser.
Donc ça permet aussi de nous laisser du temps, soit pour réviser en groupe, soit pour réviser à la BU, soit pour préparer nos TE. Enfin, il y a quand même du temps pour s'organiser. Or, le week-end, même en semaine, on peut réussir à travailler. Donc, il n'y a pas vraiment de... Enfin, nos semaines, elles sont fixes, c'est-à-dire que on a un emploi du temps et il va pas bouger de tout le semestre, à part s'il y a des profs absents ou des cours qui se rajoutent. Mais sinon, nos semaines, elles sont tout le temps pareilles. Enfin, moi, je sais que mes cours, c'est tout le temps pareil. Mes cours magistraux, c'est toujours le même jour. Mes TD, c'est toujours le même jour. Mon anglais, c'est toujours le même jour. Donc, en fait, ce qui est bien, c'est que comme c'est toujours des cours fixes, bah, l'organisation, elle est plus simple. Dans le sens où on sait qu'on va avoir du temps là pour faire cette matière, on va avoir du temps là pour faire une autre matière, du temps là pour réviser avant le TD. Enfin, donc ça permet une bonne organisation aussi, je trouve, que d'avoir des cours qui changent toutes les semaines. Et à l'heure de ce fait, du coup, est-ce que ça vous laisse le temps justement de faire des activités à côté du travail? Est-ce que ça vous permet d'avoir un petit job étudiant? Je sais qu'il y en a qui en ont. Bah, pour ma part, oui, j'ai le temps de à la fois faire du sport et à la fois de faire un peu de travail, on va dire, à raison de 6 heures par semaine. Bon, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et justement, c'est encore une fois cette praticité des semaines type fixes qui permet toujours, bah, moi je sais que par exemple sur mon trou de 4 heures, bah, je fais tel TE et puis après bah, je fais ci, je fais ça. Enfin, j'ai vraiment une organisation presque trop millimétrée, mais du coup ça permet d'avoir bah, du temps libre, soit pour faire du sport, pour travailler, pour sortir avec ses amis, s'aérer un peu. Enfin, c'est vraiment le fait d'avoir des semaines bien organisées qui permettent de bien gérer notre emploi du temps pour nos TE, nos révisions, les galops, tout ça. Et après, bah, on s'organise comme on veut et on fait ce qu'on a à faire. Mais franchement, en termes d'organisation, c'est vraiment pratique. Non, oui, tout à fait. Dès lors qu'on est organisé, c'est quand même assez simple de pouvoir s'organiser dans son travail, mais aussi voilà, de travailler. Pareil, je travaille 11 heures par semaine et c'est vraiment pas le week-end, c'est vraiment dans la semaine. Et si on prévient l'administration, ils vont tout faire pour faire en sorte que ils ne placent pas les cours sur nos heures de travail respectives, justement. On essaie de s'arranger quelque part. Et ça, c'est vraiment sympa d'avoir une administration qui peut s'adapter à notre situation. Et bien sûr, je pense que tous les étudiants en droit, encore une fois, dès lors qu'on est motivé, dès lors qu'on sait pourquoi on est là, on peut travailler à côté s'il faut pour faire un peu d'argent. C'est tout à fait possible, bien sûr. Et tout comme aussi faire une association, bien sûr. Beaucoup d'étudiants, peut-être on retrouvera plus en détail après, mais on a la chance sur le campus lillois, tout comme parisien, d'avoir pas mal d'assauts, différents assos, et il y a vraiment des centaines d'étudiants. Du coup, je pense qu'on peut vraiment parler de plusieurs centaines d'étudiants qui ont une asso qui, du coup, voilà, leur prend quelques heures par semaine pour organiser des événements, pour faire des réunions, ce genre de choses. Et c'est tout à fait faisable vu le nombre de personnes qui font partie de la vie étudiante de la faculté. Bah, je pense on peut évoquer les assos parce que c'est vraiment un point important justement dans le principe et dans la vie de la fac. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de différentes assos dans lesquelles vous faites partie? Oui, pourquoi pas. Bah, disons qu'on a sur le campus lillois, précisément, entre 30 et 35 assos, du coup, différentes. Et il faut savoir qu'il y en a certaines qui viennent de naître, hein, il y a très peu de temps. On a, je vais commencer par la meilleure, quelque part, une asso de biérologie, du coup, qui est née il y a tout juste 3 mois. Et donc, tout ça pour vous dire que si jamais il y a une asso qui ne vous convient pas, imaginons, vous pouvez tout à fait la créer, tout simplement, en contactant les personnes du coup de l'administration qui sont dédiées à cela. Ils vous accompagnent avec toutes les procédures administratives. Donc voilà, sachez-le, vous pouvez créer votre asso l'année prochaine. Pensez-y. Mais sinon, au niveau des différentes assos, si vous chantez, si vous savez jouer d'un instrument, sur deux choses, pourquoi pas rentrer dans le BDA, le Bureau des Arts, qui font du coup des représentations, des concerts dans des bars ou même dans l'enceinte de la Cato de temps en temps. Si vous faites du sport actuellement et que vous vous sentez capable de pouvoir encadrer une équipe, vous pouvez tout à fait rejoindre le BDS. Si vous êtes quelqu'un de festif, vous avez le BDE qui d'ailleurs va organiser votre intégration l'année prochaine. C'est là où vous allez finalement rencontrer tous vos potes pour toute la licence, mais également les galas de la fin de fin d'année. Des assos un petit peu plus particulières, on pourrait avoir l'original. Donc, c'est vraiment des étudiants en droit qui sont passionnés de mode et qui vont du coup passer du temps à coudre, à constituer des vêtements qui vont être portés par des étudiants de la Cato, qui vont finalement devenir mannequins le temps d'une soirée pour faire un défilé, du coup, dans l'enceinte de la Cato, encore une fois.
Voilà, on a vraiment tellement d'assauts que je pourrais pas tous les énumérer et tous les détails, ça prendrait vraiment 1000 ans. Mais en tout cas, on a vraiment une vie associative sur le campus qui est très dynamique. Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait au moins 2 événements, voire 3, honnêtement. Puis il y a aussi les assos de promo. Oui, bien sûr, il est vrai. Voilà, promo Cultura Cultura Juris Juris. en DCJ, qui sont très très dynamiques pour le coup. Et donc voilà, ils font des interviews d'avocats, mais également parfois des personnalités donc publiques du coup on réceptionne dans des amphis. Et à chaque fois, les amphis sont pleins parce que c'est hyper sympa de pouvoir rencontrer des professionnels du droit, des personnes connues dans le milieu, pour avoir des retours d'expérience et converser avec eux, bien sûr. Donc oui, bien sûr, les assos de filière sont très importantes, qui plus est Cultura Juris, du coup, la future asso de filière que vous aurez en DCJ. Et des assauts d'éloquence aussi, de joutes oratoires. Bien sûr, l'oratorium, si vous êtes à l'aise, du coup, avec la prise de parole en public, ils font des joutes oratoires, en effet. Donc, amicales, la plupart du temps, avec Sciences Po, avec d'autres facultés. Mais il y a aussi parfois, du coup, des championnats régionaux, voire nationaux. Et bien sûr, parfois, alors je ne sais pas, peut-être que certains ce soir sont venus lors d'une journée d'immersion, c'est tout à fait possible. Eh bien, les étudiants de l'oratorium sont venus en fait jouer le rôle du coup de personnalités politiques européennes fictives du coup pour représenter leur parti politique et donc s'exclamer, faire un discours devant un auditoire et ça a été très très bien réalisé. Donc bien sûr, on a aussi ça à la Cato. Alors, on va revenir sur des questions plus dans le contenu des cours. Il y a une question sur les galops. Qu'est-ce que c'est en fait? En quoi ça consiste un galop? Je sais pas si Louis ou Margot, ouais, vous voulez répondre. Euh, Ben, bah, vas-y. un galop, un galop, comme on vous l'a dit, c'est juste les DS ou les examens terminaux que vous aurez à la fin des semestres. Donc les galops, ça va être les exercices juridiques comme la dissertation, le commentaire ou le cas pratique que vous aurez dans vos matières principales. En gros, c'est exactement le même exercice, enfin le même type d'exercice qui peut tomber et la même durée que l'examen terminal, mais qui va avoir un coefficient un peu moins important. C'est un peu comme Donc, un bac blanc, on pourrait dire, un examen blanc par rapport Pas, à ce qu'ils vivent. pas très blanc parce qu'en soi, ça compte quand même pour 25%. Donc, c'est à peu près équivalent, bah, c'est équivalent d'ailleurs au coefficient des TE. Mais donc, on a les TE qui représentent 25%, le galop d'essai 25% et 50% l'examen terminal. Donc là, je parle pour en troisième année parce que je sais qu'en deuxième année, c'est un peu plus divergent. Au premier semestre, c'est 60% de contrôle continu contre 40 d'examen terminal. Et au deuxième semestre, ça se rétablit à 50-50. Mais bon, c'est un galop d'essai. On a l'impression que c'est qu'un essai, mais en réalité, ça compte quand même pour pas mal. Mais ça permet de bien s'entraîner pour l'examen final quand même. c'est ça. Et l'avantage du galop d'essai, c'est donc souvent c'est à mi-semestre. Donc quelque part, on va du coup être interrogé, on va devoir réviser sur une bonne moitié du programme, par conséquent, et on voit selon la note où est-ce qu'on se situe, est-ce qu'on est bien, pas bien. Et donc derrière, on va du coup faire le nécessaire pour rattraper cela s'il le faut lors de l'examen terminal. Et quelque part, le fait de vraiment réviser à fond au milieu du semestre, ça aide, hein. Je pense que tous les collègues seront d'accord avec moi. C'est pour vraiment retenir et valider du coup certains acquis pour plus tard. On sait que ces chapitres-là, on n'a pas besoin de passer beaucoup de temps parce qu'on les a déjà en tête. Ouais, c'est ça, ça C'est permet l'avantage. de pas découvrir le cours bah, pour ceux qui n'ont pas trop envie de travailler au cours du semestre. Ça permet de pas arriver à l'examen terminal en se disant bah là j'ai tout à découvrir. Non, parce qu'il y a déjà la moitié qui aura été déjà su pour le galop d'essai et on va dire un minimum apprise. Mais enfin, c'est encore une fois le point positif du contrôle continu. On a l'impression que c'est plus une source de stress qu'autre chose parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'examens. En réalité, c'est super représentatif bah, du niveau qu'on va avoir à la fin. Ça permet de voir les cours en temps et en heure et de pas se retrouver débordé avant l'examen terminal. Ça permet aussi d'avoir plusieurs chances de se rattraper si jamais il y a eu un petit couac. Enfin, pour le coup, le contrôle continu, ça peut faire peur, mais je trouve que c'est la meilleure manière d'être évalué. Bien sûr. Et par extension, on va aussi avoir les QCM également. On n'en a pas forcément parlé auparavant. Mais par semestre, vous allez avoir deux QCM. Donc justement, un avant ce premier galop et un après.
Ça permet également, on voit pareil, on est forcé quelque part du coup, sauf si on veut vraiment avoir la pire note possible, à revoir son cours, l'apprendre. Euh, et on a aussi des évaluations pendant les TE. Donc finalement, on est amené à apprendre quasiment au moins les 2 semaines. Du coup, à chaque fois, c'est court. Et ça permet voilà, de valider au fur et à mesure du temps. Ça, c'est assez sympa. Et le contrôle continu, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est pas une source de stress, faut pas le voir comme ça. Je pense qu'il faut surtout voir ça comme une possibilité de chercher le meilleur de nous-mêmes, quelque part. Alors, il y avait une question sur les humanités. Est-ce que ça représente enfin, quel poids ça représente par rapport au programme et par rapport à l'anglais, effectivement, qu'est-ce que vous faites dans les cours d'anglais? Pour les Euh, humanités, Vas-y. vous allez, en fait, quand vous allez arriver en première année, vous allez décider entre trois humanités, soit une humanité histoire contemporaine, soit sciences politiques ou économie. C'est ça, les... Oui. Du coup, il y a ces trois humanités et vous allez en choisir une, du coup. Et en fonction, on va vous proposer des cours. Donc, par exemple, moi, je me rappelle qu'en première année, j'avais pris humanité histoire et j'avais eu au premier semestre histoire du droit privé et au second semestre, du coup, histoire du droit public. Et en fait, ça va vous permettre d'avoir un peu une autre ouverture que du droit. Enfin, pour le coup, mon exemple, il n'est pas très bon puisque c'était histoire du droit. Mais par exemple, toi, tu avais pris éco. Et du coup, ben, Donc moi, j'ai mon humanité, c'est l'économie. Donc on va dire que en première année, au premier semestre, on a un peu repris ce que vous voyez pour ceux qui ont l'option sciences économiques et sociales en terminale, parce que il y a certains étudiants qui n'avaient pas cette option au bac, et du coup c'était un peu compliqué pour eux de commencer directement dans le vif du sujet sans avoir les bases. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que on vous lance pas tout de suite dans le bain, par exemple pour cette humanité-là. On revoit les bases et après on approfondit, par exemple sur les marchés. Sur les pays, enfin le PIB, enfin plein de sujets qui sont en rapport avec l'économie. du coup, Donc ça la change. monnaie, enfin plein de choses comme ça. Du coup, ça change un peu des matières juridiques qu'on a tout Ouais. le reste de la semaine, donc c'est pas mal. Et puis après, en termes de temps, c'est 2 heures par semaine nos cours d'humanité. Et par contre, en humanité, on est évalué une seule fois à la fin du semestre. C'est une évaluation de connaissances ou de méthodologie, mais c'est un peu spécial à l'humanité. Enfin, moi, je sais que j'avais une dissertation, mais c'était pas une dissertation juridique, c'était plutôt une dissertation d'histoire, du coup. Et voilà, vous faites. Nous, pareil, enfin moi, quand j'avais été interrogée encore cette année, pour la fin du semestre, j'avais eu une dissertation. Donc en économie, c'est un peu comme ce que vous voyez, vous, en terminale, pour ceux qui ont l'option. Donc c'est une dissertation plus classique que celle qu'on voit pour le droit. On va dire qui correspond plus à ce que vous voyez au lycée, et plus particulièrement en terminale. Et puis, il y a aussi des humanités où où l'examen, c'est un oral et pas un écrit. Donc, Mm. ça dépend Moi, par de exemple, en quelle Sciences matière vous Po, allez c'était choisir. un exposé, ouais. Moi, perso, mon humanité, c'est sciences politiques. Au premier semestre, on avait eu des questions de cours et un exposé. En première année, pardon. Ensuite, en deuxième année, on avait eu un exposé et une dissertation, mais une dissertation un peu type lycée, quoi. C'est vraiment pas comme les dissertations juridiques. Et ensuite, en troisième année, question de cours encore au premier semestre, QCM et une petite rédaction, mais vraiment, c'est vraiment pas méchant, quoi. Et au deuxième semestre, là, ce sera un oral et un exposé. Enfin, Bah, moi, vas-y. c'est vraiment une matière d'ouverture, hein, comme l'a dit Arnaud. Euh, Par exemple, en deuxième année, au second semestre, il faut savoir que oui, au second semestre, ça prend une autre forme. Parce qu'au premier semestre, on va avoir donc un cours magistral, mais au second semestre, ça va être par petits groupes de 20-25, encore une fois, où là, du coup, on va peut-être approfondir un petit peu plus. Et en effet, la notation va être plutôt sur de l'exposé ou de la restitution d'un exercice. Mais parfois, je sais pour ma part, en histoire, en deuxième année, on a un petit peu dérivé. On a plutôt étudié des discours qui ont marqué du coup l'histoire plutôt que l'histoire même. Et on s'est même prêté au jeu d'interpréter parfois certains discours de Napoléon sur deux choses pour en fait voilà comment dire augmenter nos capacités, notre aisance à l'oral quelque part. Ça c'est toujours utile dans la vie.
Bah, moi, en ce moment, j'ai ce dont tu parles, ça s'appelle Humanité, éloquence et Éloquence et pouvoir. pouvoir. Ouais, Voilà. hyper Et sympa. justement, c'est hyper intéressant puisque bah, c'est exactement ce que tu viens de dire. On voit les grands discours et ce qu'ils ont pu apporter à leur époque et les répercussions qu'ils ont encore actuellement sur notre époque. Et du coup, en fait, c'est vraiment une matière d'ouverture, l'humanité. Et ouais, ça aère un peu du droit, quoi. Et alors, pour répondre à la question dans le chat, vous l'avez choisi à quel moment, cette spécialité? Enfin, Moi, cette la humanité, pardon. première semaine, la première année, Ouais, première c'est ça. semaine, on fait une présentation. En fait, à l'après-rentrée, on fait une présentation des différentes matières qu'on a et ils nous disent, bah voilà, vous avez jusqu'à, admettons, je sais pas moi, le 10 septembre pour faire vos choix sur la plateforme entre les trois humanités et les différentes options qui vous intéresseront, pardon, le plus. Donc ça se fait vraiment au tout début, quoi. Alors, je retourne dans le chat. Question à laquelle on n'a pas répondu. Quelles sont les différences par rapport à la licence entre le campus de Lille et le campus d'Issy-les-Moulineaux? Je sais pas si Caroline, on peut répondre à ça. Alors, alors nous sommes voilà, une fac avec un seul doyen, avec des objectifs communs. Donc, que ce soit Lille ou ici, c'est les mêmes matières qui sont proposées, la même manière de travailler. Alors, ce qui va changer entre les deux campus, ben, c'est évidemment l'environnement, puisque à Issy-les-Moulineaux, on est sur un campus qui est quand même beaucoup plus petit qu'à Lille. Moi, je vois enfin, la différence principale pour moi, c'est la taille entre ici et Lille. Mais sinon, on travaille évidemment en commun, les mêmes matières, la même manière de travailler les TE, le même accompagnement, évidemment. Euh, c'est une différence plus géographique et de taille. Je sais pas, Arnaud, si tu vois Oui, d'autres. c'est exactement ça en fait, hein. Sur Mm, Issy-les-Moulineaux, c'est un campus qui est vraiment dédié aux étudiants en droit. Ils sont 900 à peu près ouais, sur toutes les promos et toutes les années confondues. Et sur Lille, ils sont 2500. Sachant que la particularité de Lille, en fait, c'est que le campus, il est au cœur de la Cato avec les autres facs. Donc il y a la fac de mm, médecine, il y a la fac de lettres, il y a la fac de gestion, il y a les écoles. Et donc c'est vrai que c'est pas la même chose si on recherche un endroit beaucoup plus intimiste et beaucoup plus petit, je dirais. C'est vrai qu'ici les Moulineaux va convenir davantage. Si après on a envie de se confronter aussi à d'autres, être avec d'autres étudiants et sur un campus beaucoup plus important, bah Lille va peut-être être mm, préférable. Voilà. Donc c'est vraiment deux choix différents en fait. En fait, c'est juste le cadre hein, qui va changer, parce que même les professeurs, du coup, parfois sont mm. à Oui, Issy-les-Moulineaux et aussi à Lille, du coup. Donc, vraiment comme quoi le programme est le même et les matières en DCJ sont exactement les mêmes, hein. Il n'y a aucune particularité d'un campus à l'autre. Et c'est vrai qu'on est aussi sur deux campus un peu différents en termes d'architecture, hein. Je dirais qu'on est plus sur quelque chose de plus historique sur l'île. Et pour le coup, à Issy-les-Moulineaux, là, on déménage à partir de la rentrée dans un environnement complètement moderne sur le bord de Seine. Et donc, c'est vrai que voilà, deux architectures complètement différentes, deux environnements différents. Et donc, mais en termes de formation pour la licence droit et culture juridique, voilà, c'est les mêmes enseignements. Euh, Alors, je rebalais le chat. Donc, question par rapport au diplôme. Comment est perçu le diplôme de la Cato? Alors, même si je sais que la fac n'en délivre pas et qu'elle est conventionnée, alors oui, effectivement, on est conventionné avec l'Université de Toulouse. Et donc, ça, c'est important, étant donné qu'on est une fac privée. Pour la reconnaissance de nos diplômes, nous sommes conventionnés avec l'université publique, et en l'occurrence, l'Université de Toulouse. Donc, en clair, un diplôme obtenu dans une fac privée n'est-il pas bien moins perçu que celui dans le public? Du fait notamment du contrôle continu. Et je vois qu'en fait, une personne qui est là, qui est avocate, a permis de réagir pour expliquer que effectivement, a priori, le diplôme est tout aussi bien vu par les employeurs, qu'on soit dans le privé ou dans le public. oui. Et puis on a un très bon taux. Alors moi, je ne suis pas chiffre du tout. Arnaud, tu peux peut-être nous aider, mais un très bon taux d'intégration au master aussi. Voilà, c'est la question du regard sur notre établissement privé, elle est même plus,
elle est même plus posée aujourd'hui. C'est vrai que c'est quelque chose qui, au début, pouvait peut-être intriguer certains responsables de master. Aujourd'hui, nos étudiants sont très bien vus et sont accueillis bras ouverts dans, voilà, dans toutes les universités, dans tous les masters. Je crois que il y a vraiment aucun regard négatif, en tout cas, sur nos formations. Bah, en fait, on est sur un taux à peu près de 92% de placement dans les 6 mois qui suivent l'obtention du diplôme. Donc, soit taux de placement d'entreprise, soit un étudiant qui va continuer dans une école ou dans un concours. Et c'est vrai qu'à côté de ça, on a aussi tout un réseau de partenaires hein, par rapport à des alumni ou même des entreprises qui sont partenaires et qui généralement proposent également des offres d'emploi pour nos différents diplômés. Mm. Je sais que les professionnels, on peut peut-être rebondir sur les stages, Ouais. sont très, très contents d'accueillir nos étudiants en stage. Et vous disiez, Nathan, tout à l'heure, c'est vrai que, alors, voilà, on va pas dire qu'un étudiant qui sort de première année ou deuxième année est totalement opérationnel, mais il a quelques réflexes euh, qui, euh, qui sont très, très bien accueillis dans les cabinets d'avocats ou de toutes les professions juridiques et judiciaires. Donc, il y a une vraie reconnaissance ben de, de la manière dont travaillent nos étudiants et des connaissances qu'ils ont. Et donc, il y a une obligation de stage en licence droit et culture juridique, qui est un stage, une obligation de stage de 8 semaines minimum. Donc, ça aussi, c'est un vrai plus pour nos étudiants qui ensuite souhaitent intégrer des masters dans d'autres établissements, ou alors nos étudiants qui sont en recherche d'une activité professionnelle, le fait d'avoir effectué un stage, c'est toujours quelque chose qui est très bien vu. Alors, c'est 8 semaines minimum, mais évidemment, nous conventionnons autant de semaines voilà, qui sont souhaitées pour permettre aux étudiants d'affiner leur projet professionnel. Je pense que vous pouvez peut-être en dire quelques mots. Les uns et les autres, vous avez déjà effectué des stages. Nathan, vous êtes en troisième année, donc vous avez déjà démarré, Oui, je en effet, suppose. j'ai eu la chance de faire un stage en droit des affaires donc chez Cofidis, où justement j'ai dû rédiger des contrats d'entreprise, de partenariat, ce genre de choses. Et ça s'est très très bien passé. Donc justement grâce au cours de clinique du droit et ma motivation également, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait énormément. Et je rebondis sur ce que vous avez dit, honnêtement, quand j'ai déposé ma candidature, quand ils ont lu mon CV, qu'ils ont vu que j'étais à la Cato, ah, tu viens de la Cato. Et je pense que les entreprises et je- aiment bien les profils de la Cato. Ça fait toujours un petit plus, je pense tout de même. Et j'ai la semaine prochaine, donc lundi même, je pars donc encore une fois chez Cofidis, mais cette fois-ci en affaires sociales, donc pour gérer voilà licenciement, les conventions collectives, donc du droit du travail. Donc voilà, c'est très sympathique de faire des stages et c'est un plus, comme vous l'avez dit, pour les masters, euh, chose qui n'est pas obligatoire dans d'autres universités. Petite anecdote, j'étais en salon donc à Lille il y a quelques semaines et j'avais du coup une étudiante qui venait de Lille 2 et qui était très inquiète parce qu'en fait elle voulait rejoindre le master de droit de la famille de la Cato et elle disait par contre je sais que je n'ai pas fait de la lumière Madame Martin Oui. de- je n'ai pas fait de stage, est-ce que mon dossier va être mis à la trappe? Et je lui dis non du tout, on va forcément regarder tous les dossiers, ça n'a aucun problème, mais pour être honnête avec toi, bien sûr que les recruteurs, les responsables de master vont davantage peut-être apprécier un étudiant qui s'est projeté, qui a fait des stages, qui a manipulé justement ce droit en question. Et ça donne vraiment un plus, un sérieux du coup à la candidature. Et encore une fois, pour rebondir à ce que vous avez dit, c'est aussi pour chercher sa voie quelque part. Moi, je sais que mon meilleur ami a toujours voulu faire notaire toute sa vie. Il a fait donc un stage pendant 3 semaines dans une office notariale et figurez-vous qu'il a détesté. Il a détesté et il s'est dit, mais heureusement que j'ai fait un stage là-dedans pour vraiment voir qu'est-ce qu'on faisait quand on était notaire. Et il a dit, non, mais c'est pas pour moi.
Sinon, il serait parti sans doute en master donc de droit notarial. Il aurait peut-être fait ça toute sa vie, mais il aurait été quelque part malheureux parce que c'était pas du tout sa passion. Je vous rassure, il a fait un stage en droit des affaires et maintenant il sait pertinemment ce qu'il veut faire plus tard. Et puis aussi, ça peut faire un peu peur 8 semaines de stage, puisque si on n'a pas des personnes qui sont dans le milieu juridique ou quoi, ça peut être compliqué d'en trouver. Mais à la Cato, il y a le Career Center qui est là pour nous accompagner justement dans cette recherche de stage. Et par exemple, on a des ateliers pour réaliser nos CV pour enfin, pour avoir des CV qui soient conformes au monde du travail. On a ce genre d'atelier. On passe aussi des entretiens, enfin, du coup, des simulations d'entretien de stage avec des membres du Career Center. Donc, on est aussi accompagné dans la recherche du stage. Et aussi, il y a un truc qui est pratique, c'est que sur les 8 semaines, il y a 4 semaines qui peuvent être remplacées par un contrat de travail pour les étudiants qui auraient besoin, je sais pas moi, de gagner de l'argent ou qui n'arrivent pas à trouver 8 semaines de stage parce qu'on sait que des fois dans le monde juridique, ça peut être un peu compliqué. Il y a 4 semaines sur les 8 qui peuvent du coup être remplacées par un job d'été ou un travail. On peut les découper, hein, ces semaines de stage, c'est ça qui est Mm. intéressant. Moi, je sais qu'en première année, je conseille toujours aux étudiants de vraiment faire des stages très courts pour, euh, pour, pour de la découverte. Euh, une semaine, 2 semaines dans un service juridique, chez un notaire, chez un avocat pour comparer, voir un peu quel est se faire une idée du métier. Et donc, on peut vraiment découper sur les 3 ans. Et en général, les étudiants font ces stages sur les vacances d'été, mais ça leur prend pas l'ensemble, la totalité des vacances. Non. Là, moi, je vais faire 2 stages. Parce qu'en fait, si on va pas au rattrapage, on finit. Enfin, j'ai prévu, du coup, vu que je sais pas encore si je vais au rattrapage, mais j'ai j'ai prévu de faire 2 stages avec un huissier de justice les 2 dernières semaines de mai et un mois après, tout le mois de juin, dans une étude notariale. Donc, et vous voyez, enfin, après, du coup, il me reste quand même tout juillet et tout août. Donc, je vais faire un job étudiant, mais à côté, je peux quand même partir en vacances. Ça me bloque pas non plus tout mon été, quoi. Et alors, dans la recherche de stage, vous y prenez comment? C'est par rapport à du réseau, par rapport à des offres qu'on peut avoir ici aussi d'ailleurs, ou est-ce que vous avez fait des candidatures spontanées? Il y a un peu de tout. Il y a à la fois des connaissances de famille ou des gens qu'on connaît qui sont, je sais pas moi, avocats, notaires ou on va dire un peu par piston, même si l'expression n'est pas toujours très glorieuse. Après, il y a également, moi je sais que ça m'a beaucoup servi. J'avais par exemple 2 chargés de TD. Il y en a un qui était avocat et qui m'a mis en relation avec une notaire chez qui j'ai fait un stage. Et le deuxième qui était procureur et il m'a pris en stage avec lui. Donc du coup, ça permet d'avoir un peu des contacts vu qu'il y a beaucoup de chargés de TD qui sont professionnels à côté. Et ça permet aussi d'avoir des opportunités de stage. Ou sinon, il y a toujours les candidatures spontanées. Bon, ça fait un peu peur parce qu'on n'a pas toujours l'impression que nos mails vont être lus ou que nos candidatures vont être prises au sérieux, mais qui ne tente rien n'a rien. Donc, des fois, ça passe, des fois, ça casse, mais vaut mieux tenter, on n'a rien à perdre. Et encore une Ouais, fois, on a si le je peux carrière. juste, Ah, excuse-moi, Louis, vas-y, je t'en prie. je veux juste rajouter quelque chose, c'est que moi personnellement j'ai trouvé un stage auprès d'une prof de clinique du droit, donc une avocate, une professionnelle, donc c'est ça aussi qui peut aider. Mais également la Cato a une base de contacts sur une application qui s'appelle Ma Convention de stage en ligne, où vous avez plein de professionnels du droit avec leurs contacts qui peuvent vous permettre de trouver un stage, et il y en a un peu partout en France. C'est ça, c'est exactement du coup l'idée que j'allais énoncer, c'est-à-dire que on a du coup le Career Center, donc on en a rapidement parlé tout à l'heure, qui vont vraiment nous former à faire des lettres de motivation, des CV, mais qui est aussi du coup un véritable réseau très dense d'entreprises chez qui du coup on pourrait tout à fait faire un stage auprès de juristes d'entreprise. C'est déjà été le cas. J'ai des connaissances qui ont réussi à, à avoir un stage par ce biais, mais on a aussi du coup le job teaser qui paraît Royo Care Center. On a vraiment des offres spécifiquement pour les étudiants de la Cato. Donc ça, c'est également un plus.
Alors après, je pense que ce qui peut être aussi intéressant, parce qu'il y avait une question en lien avec ça, c'est après que font les étudiants suite à leur licence. Je pense que pour le coup, Nathan et Margot, vous êtes en plus en plein dans cette démarche-là par rapport à un choix de master pour l'année prochaine. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ce vers quoi vous avez envie d'aller et puis éventuellement vos amis, ce vers quoi ils vont aller également? Je t'en prie, Margot, commence. Moi, personnellement, j'aimerais poursuivre après mon fameux stage. Du coup, j'ai vraiment adoré le milieu de la magistrature. Donc, je vais candidater dans le master droit de la matière pénale de Monsieur Ludwigsac ainsi que celui de Monsieur Lollier, donc droit et contentieux privé, dans le but du coup d'avoir un master en rapport avec les matières un peu phares du concours de l'ENM et ensuite après intégrer une prépa, puis ensuite passer le concours. Voilà, après moi je sais que j'ai mon amie qui est plutôt branchée notariat, donc elle, pareil, elle va postuler dans le master de droit notarial de la Cato. Après, vu que c'est un peu délicat, les masters, on peut pas mettre que deux choix, donc on va un peu élargir nos horizons avec des masters qui sont pas toujours tout pile poil en rapport avec ce qu'on veut faire, mais un peu élargir nos chances. Donc moi je veux aussi mettre droit de la famille, je pense. Et après, voir aussi dans d'autres écoles, même si personnellement, moi, mon but, ce serait de rester au sein de la Cato, à Lille. Et donc, pour ma part, je pense être certain du coup de ma vocation et je compte, j'espère du coup intégrer un master de droit social et gestion des ressources humaines en alternance, si possible. Parce qu'en effet, on a la chance à la Cato d'avoir trois masters sur le campus lillois, mais également du coup sur le campus parisien en alternance. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus, les masters en alternance dans le juridique. Et donc, c'est tout à fait possible en droit social, droit du travail si vous préférez. Et voilà, c'est quelque chose qui pourrait vraiment m'intéresser pour devenir juriste d'entreprise après. Et à terme, repartir vraiment sur les ressources humaines même pour devenir DRH. Du coup, c'est un peu mon objectif professionnel. Au niveau de mes amis, je sais que j'en ai un qui aimerait partir à Sciences Po. Donc, c'est tout à fait possible après une licence de droit d'intégrer Sciences Po en master même en étant en DCJ. J'en ai d'autres qui sont intéressés par le master de droit des affaires, également, donc pareil, en entreprise, en alternance, et encore un autre qui aimerait plutôt partir dans le droit public, pour le coup. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'on peut prétendre à faire beaucoup, beaucoup de métiers très différents, des masters différents, avec cette licence diverses et variées, en lien pur avec le droit privé, public, en sciences politiques également, voire même, du coup, peut-être un peu plus dans mon cas, les ressources humaines. Donc, bien sûr, c'est tout à fait possible. Et Joséphine, Capucine et Louis, est-ce que vous avez déjà des idées, alors pas forcément de master, mais en tout cas de projets pro? Toutes les deux, on veut toutes les deux faire un notaire, donc plutôt un master de notariat. Du coup, celui de la Cato, il est tout récent, mais il nous donne pas mal envie. Donc après, on a encore le temps, nous, on est quand même deux. Mais, euh, mais oui, en tout cas, en fait, je pense qu'en L2, on s'oriente plus vers droit privé ou droit public. Et nous, du coup, on est clairement droit privé. Donc, voilà, après, pour se spécialiser, moi, je vais attendre de faire mes stages pour me rendre compte vraiment de ce que c'est le métier de notaire. Et, et voilà. Ouais, moi, je sais que j'ai hésité encore avec soit droit des affaires, soit droit notarial. J'ai fait un stage de une semaine en première année, comme Madame Martin le conseillait. J'ai pas voulu faire très long parce que c'était juste pour me donner une idée pour savoir si j'allais aimer ou non. Et une semaine, ça m'a suffi pour savoir que le droit des affaires, c'était pas ce que je voulais faire. Donc après cette année, j'ai un stage de prévu dans le domaine du notariat. Donc j'espère que cette fois-ci, ça va me conforter dans mon idée. Et puis si c'est ça, j'envisage un master de droit notarial. Oui, puis je dirais que outre les stages, c'est pas grave, il y a aussi toutes les conférences métiers, les job dating qui permettent de rencontrer des professionnels, toutes les conférences qui sont organisées, diverses et variées par les assos, qui permettent vraiment aux étudiants de se confronter à la réalité, au métier du droit et d'affiner le projet pro. Parce que c'est vrai que c'est difficile de savoir ce qu'on veut faire.
On arrive peut-être avec une idée et puis finalement on se rend compte, hein, comme vous l'avez dit Nathan, comme vous l'avez dit également Capucine, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Donc, et c'est important. Euh, c'est Margot, je pense, qui souhaite s'orienter vers la magistrature. Bon, vous Oui, avez c'est fait ça. un stage avec un procureur, donc mais, voilà, vous savez de quoi vous parlez, mais c'est vrai que parfois les étudiants disent, moi en première année, on me dit souvent que je vais être juge pour enfants. Oui, ok. Ben, allez voir ce qu'est le métier de magistrat. Allez vous renseigner sur comment on accède à la magistrature. Tout ça, on accompagne les étudiants sur ce projet pro et c'est vrai que c'est très, très important d'aller voir par soi-même et d'être aiguillé. Et Alors, je je réponds. compléterai juste. Excuse-moi, Non, Arnaud. vas-y, continue. C'est en troisième année, mais je pense que plus le temps passera, plus peut-être qu'on commencera plus tôt. Mais avec la Cato, on va être amené du coup à s'inscrire sur My Job Glasses. Donc c'est une plateforme où on peut avoir un entretien en visio avec un professionnel. Donc vraiment de tout horizon, des militaires, des personnes qui travaillent dans le commerce. Mais dans notre cas, ça peut du coup être plutôt du juridique. Et ça nous permet en fait voilà, de discuter le temps de 1 heure ou 2 avec finalement quelqu'un qui exerce la profession qu'on aimerait faire plus tard. Moi, je sais que j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Guy, un DRH retraité à qui j'ai vraiment conversé pendant 2 heures et demie. C'était passionnant. Et il m'a vraiment donné plein de petits filons, des conseils, des contacts également pour plus tard. Et je sais que certains ont vraiment pris ça à cœur pour vraiment prendre plein de conseils, également aussi se renseigner sur c'était quoi finalement le métier de juriste d'entreprise en droit des affaires quelque part. C'est quoi du coup la propriété intellectuelle, ce genre de choses. Et c'est hyper sympa aussi par ce biais également, comme plein d'autres, de rencontrer des professionnels et se faire une idée pour notre projet pro pour plus tard. Alors du coup, toujours en restant sur les masters et pour répondre à la question de Monsieur B, est-ce qu'on candidate pour un M1 comme on candidate pour une L1? Bah, c'est un peu le même principe effectivement, et ça va nous permettre de rebondir après peut-être sur Parcoursup aussi, parce que je pense qu'il y aura des questions sur Parcoursup. Effectivement, c'est une plateforme Mon Master sur laquelle en fait on formule des vœux au même titre que ce que vous faites pour, enfin ce qu'ils vont faire là vos enfants sur Parcoursup. Bah, ils vont recommencer avec le même principe finalement à post-licence pour candidater en master. Il y avait des questions, je crois, sur Parcoursup tout à l'heure. Est-ce que Caroline, tu peux peut-être expliquer un petit peu le principe de la sélection Parcoursup, en fait, comment ça fonctionne? Oui, alors, Parcoursup, vous allez devoir faire des vœux sur la plateforme, vous le savez, hein, puisque vous êtes accompagné au lycée pour vous inscrire sur Parcoursup. Ce qu'il faut savoir chez nous, c'est que chaque parcours correspond à un vœu. Je crois que c'est important de le dire, puisqu'il n'y a pas de sous-vœu. Donc, si vous souhaitez, hein, vous hésitez entre licence euro, licence Sciences Po, licence droit et culture juridique, ben, il faut faire 3 vœux. Et si vous hésitez entre les campus de Lille et Paris, il faut également multiplier les vœux. En ce qui concerne la sélection, qu'est-ce qu'on va regarder? Alors, on va regarder la moyenne, mais c'est pas forcément le critère le plus important. Ce qui est vraiment très important pour nous, hein, chaque responsable de formation, c'est le projet motivé. Alors, c'est très court, ce projet motivé. Vous devez, en quelques lignes, nous dire pourquoi vous souhaitez venir chez nous et pourquoi vous avez choisi le droit. Donc, vous êtes limité en nombre de caractères sur Parcoursup, mais justement, il faut exploiter ces quelques lignes pour vous présenter, nous dire qui vous êtes, pourquoi on aurait tout intérêt à vous prendre chez nous. Ça, c'est très important. Ce qui est important aussi pour nous, c'est la fiche à venir qui va être remplie par votre établissement. Parce que au-delà de la moyenne que vous aurez, et on sait qu'il peut y avoir des différences de notation entre les établissements, qu'un 12 dans tel établissement, bah, c'est plutôt un 14 dans un autre. Donc cette fiche à venir, elle va vraiment nous renseigner sur
ben, sur votre investissement et vos résultats. C'est-à-dire que vos enseignants vont dire travail sérieux toute l'année, etc. Ben, ça, ce sont des profils qui nous intéressent complètement. C'est pas l'étudiant qui a forcément 18 de moyenne tout le temps. C'est celui qui a envie, qui s'investit dans son travail et qui va se révéler chez nous. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ben, peut-être qu'en terminale, c'est un peu laborieux parce que tout ne vous intéresse pas, ou pas grand-chose vous intéresse, mais finalement, quand on choisit sa voie et que on choisit une matière spécifique comme le droit, ben, on peut tout à fait se révéler en fac, alors qu'au lycée, c'était un peu moyen. Donc, on ne sélectionne pas que des étudiants, des lycéens qui ont des 16 ou 18 de moyenne. Et puis, donc, il y a cette partie dossier. Et puis, vous aurez un test. Donc, dès lors que vous choisissez un de nos parcours sur Parcoursup, vous serez convoqué à un test le 4 mai, un test qui se fera exclusivement en distanciel, mais en synchrone, un QCM avec des questions de motivation essentiellement, des petites questions de français et de culture générale de base. Alors, parfois, on me pose la question, est-ce qu'il faut réviser? Comment se préparer? Bon, il faut simplement voilà, vous intéresser à l'actualité au quotidien, mais encore une fois, l'actualité de base, ce qui se passe autour de vous. Un bon étudiant en droit, c'est un étudiant qui est curieux, qui s'intéresse voilà, au monde qui l'entoure. Donc, c'est ce qu'on va vérifier dans ce test. Et voilà, il n'y a aucune. Alors là, je m'adresse aux étudiants, vous qui avez passé le test, vous pouvez confirmer qu'il n'y a aucune inquiétude à avoir par rapport à ce test. Je vous laisse la parole euh, sur le test. Bah non, enfin, c'est exactement ce que vous avez dit, c'est des questions de culture générale qui sont, on va dire, classiques. Enfin, c'est pas compliqué. Enfin, ça va. Enfin, c'est pas, faut pas être inquiet de ce test, en tout cas. Oui, il n'y a pas de préparation spécifique, il faut y aller comme vous êtes. Alors, ce que j'ai dit aux portes ouvertes, hein, ça ne sert à rien de constituer une armée d'avocats et voilà, pour vous aider à réaliser ce test. Déjà, il n'y a pas de question de droit, puisque vous n'avez pas fait de droit, donc on ne va pas vous poser de questions spécifiques au droit. Par le biais de ce test, on a envie de savoir qui vous êtes, et le test va permettre voilà, de constituer un plus par rapport au dossier. Parfois de rattraper aussi une note de dossier, parce qu'on est obligé voilà, pour faire cette sélection, va attribuer des notes de dossier, des notes de test. Et parfois, le test permet de réévaluer le dossier, mais vraiment pas d'inquiétude par rapport à ce test. Rien que le fait de réaliser le test est déjà un premier élément de motivation. D'accord. Puisqu'on a des étudiants qui, parfois des lycéens qui postulent et qui ne réalisent pas le test, ben c'est vrai que ça donne voilà, une indication sur cette motivation, ce manque de motivation. Alors, j'ai mis dans le chat un lien vers différentes FAQ qu'on a proposées par rapport à Parcoursup, par rapport à toutes les questions que vous pourriez vous poser. Et juste pour préciser que par rapport à ce test, une convocation sera envoyée à peu près mi-avril en fonction, bah, sur l'adresse mail que vous aurez renseignée dans Parcoursup, une convocation donc, qui va vous inviter au test en vous donnant le lien vers la plateforme sur laquelle il va falloir se connecter et également l'horaire, parce qu'en fait, peut-être que parmi vous, certaines personnes candidateront à la fois en droit et culture juridique, mais peut-être en droit Sciences Po. Et donc, bien évidemment, si on a fait le choix de deux vœux, vous allez être convoqué forcément pour un test différent en fonction du vœu.
Petite question toujours sur Parcoursup. Est-ce que l'attestation de passage sur Parcoursup pour le droit est pris en compte lors de l'admission du candidat? Je crois que je pense que vous parlez du questionnaire d'auto-évaluation, je pense. Je pense que ça doit être ça, hein, Caroline, c'est le fameux petit test Bah, auquel oui, l'étudiant répond. alors je pense. Alors, vous avez, dès lors que vous choisissez de vous orienter vers des études de droit, vous avez un premier questionnaire qui est proposé par Parcoursup, donc qui est complètement extérieur à notre établissement. C'est c'est un petit questionnaire d'orientation. Alors, personnellement, je ne sais même pas ce qu'il y a dans ce questionnaire et qui va vous donner un indicateur sur le fait que vous pouvez vous orienter en droit. Nous ne regardons pas du tout ce questionnaire. On ne sait même pas ce qu'il y a dedans, on n'y a pas accès. Donc, ça reste complètement indépendant de notre sélection. Alors j'essaie de rebalayer un petit peu toutes les questions qui ont été posées sur le chat. Il y a une question par rapport à laquelle on n'a pas répondu sur l'anglais. Est-ce que vous pourriez répondre, les étudiants? Est-ce que c'est de l'anglais juridique ou pas? Et est-ce que il est possible d'avoir une option, une LV2 pardon, en option? Pour ce qui est de l'anglais, il y a différents cours d'anglais possibles et ça, c'est vous qui demandez à les choisir. On a, oui, de l'anglais juridique, mais il y a aussi de la culture générale. On a aussi de la remise à niveau pour les personnes qui auraient un niveau un peu faible en anglais. Mais on peut bien évidemment changer de groupe d'anglais. Et en droit et culture juridique, on n'a pas d'autres langues, c'est juste l'anglais. Ouais, alors vous avez la possibilité de prendre de suivre une langue en plus via notre institut qui s'appelle le Clarif. Donc ça, c'est possible de prendre des cours de langue en plus, mais qui ne vont pas rentrer dans le cadre du programme de la licence droit et culture juridique. Mais c'est possible de prendre en plus. Je réponds à une autre question. Bonsoir, est-ce que si, comme la jeune fille qui est avec son amie à l'écran, notre enfant est intéressé par le droit mais ne sait pas vraiment s'il envisage un métier purement juridique, mais qui veut se laisser le maximum de portes ouvertes, ne risque-t-il pas d'être retenu? C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas sûr de vouloir faire du droit, ça dépend de ce qu'il va dire dans le projet motivé, j'imagine, Caroline. Oui, tout à fait. Alors, voilà, c'est quelque chose que je peux entendre complètement. Le droit, vous allez le découvrir. Donc, certains étudiants viennent en première année de droit sans avoir d'idée précise sur ce qu'ils souhaitent faire et sont tout à fait honnêtes sur le fait voilà, qu'ils viennent voir. Parfois, se solde par une brillante carrière de juriste. Parfois, ça se solde par une réorientation. C'est quelque chose qui est absolument pas catastrophique en première année. Venir pour voir, c'est une motivation également. Et ça a le mérite d'être complètement transparent. Donc moi, l'étudiant qui vient pour voir doit le dire dans le projet motivé. C'est vraiment pas un obstacle à sa candidature. Bah, finalement, on a aussi beaucoup d'étudiants qui viennent chez nous parce que finalement, le droit, ça reste assez généraliste Oui, et c'est une motivation en soi. oui, oui, tout à fait. Voilà, après faire ce choix un peu, alors pas par hasard, mais sans être certain de ce qui va se passer après, ça me paraît assez sain aussi, hein. Alors, dans certains lycées, vous avez eu peut-être des conférences, vous avez eu accès à plus ou moins d'informations, mais dans d'autres établissements, peut-être que on a accès plus sur d'autres métiers ou d'autres cursus. Donc, venir pour voir et euh, pour apprendre à connaître le milieu du droit, ça me paraît être un bon argument aussi.
Je rebalais les questions dans le chat là et je vois qu'il y a une question à laquelle on n'a pas répondu. Combien de places disponibles en licence DCJ pour la rentrée 2024? Alors, Arnaud, parce que 270 j'ai dit, places. voilà, j'ai dit une bêtise La la fois dernière fois, ouais. dernière aux portes ouvertes. En- Donc, 270, Et en fait, 253 sur Parcoursup. Mais 253, 270 places, bah, on prend en compte les redoublants. d'accord. 253 sur Parcoursup. Combien de dossiers? Ça, c'est souvent la question qui vient juste après. Combien de places pour combien de candidatures? Euh, on est sur un nombre assez important de candidatures. Je dirais 1500, 1600 candidatures pour ce qui est de la licence droit et culture juridique. Mais ce chiffre n'a aucune signification dans la mesure où, en général, les étudiants candidatent, comme vous avez beaucoup de vœux à effectuer, bien vous candidatez dans plusieurs parcours et donc, au final, on va avoir des candidats qui se sont présentés en DCJ, en Euro, en Sciences Po. Il va y avoir très rapidement un jeu de chaises musicales qui va se faire sur Parcoursup. Là aussi, je tiens à le préciser, quand vous allez recevoir une première réponse de Parcoursup, peut-être que vous allez être 300e sur liste d'attente. Et vous allez voir, donc il faut absolument pas vous affoler, puisque en une journée, les chiffres varient énormément. Donc de 300e, vous allez passer à 100e et puis à 30e. Et finalement, ça va très très vite. Donc il ne faut pas du tout être affolé par le classement, par les chiffres. Ils ne sont pas très significatifs. Enfin, je ne sais pas si je suis claire par rapport à ce système de Parcoursup, mais peut-être que on a l'expérience des étudiants. Je ne sais pas si vous étiez bien classé tout. Euh, oui, moi j'ai été sur liste d'attente quand on a eu les résultats Parcoursup. J'étais dans les centièmes, je crois, sur liste d'attente. Et en fait, ce qu'il faut regarder sur Parcoursup, c'est surtout jusqu'à combien d'élèves en fait ont pris la faculté l'année d'avant. Et si vous rentrez dans la catégorie, eh bien vous avez beaucoup de chances d'être pris. Alors au début, ça peut faire peur parce que au début, les chiffres baissent tout doucement. Souvent, c'est une ou deux personnes par jour. Mais au bout de quelques jours, les gens se décident un peu plus. Et il y a aussi des gens qui étaient en liste d'attente qui vont avoir l'école qu'ils veulent. Et là, ça commence à diminuer de 20 à 30 places tous les jours. Et donc, moi, j'ai été pris une semaine après les résultats Parcoursup. Alors j'ai répondu dans le chat directement. Est-ce que tu es la seule, Caroline, à balayer toutes les candidatures Parcoursup pour la licence droit et culture juridique? C'est-à-dire balayer toutes les candidatures. Est-ce que c'est toi qui regardes toutes les candidatures? Ah oui, 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 c'est moi qui regarde toutes les candidatures. Oui, oui. Donc, on a un logiciel, évidemment, qui nous permet de faire un pré-classement avec des tas de colonnes avec les notes premières, terminales, les tests, et puis les projets motivés. On est capable d'identifier assez rapidement où sont les projets motivés, quels sont les centres d'intérêt des étudiants, les fiches à venir. Mais effectivement, on a des jours et des jours dédiés à cette sélection Parcoursup. Alors je vois qu'il n'y a plus de questions sur le chat. Je pense qu'on va pouvoir bientôt clôturer la séance. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez encore quelques petites questions à nous les relayer. Je vous propose de laisser mes coordonnées et bien évidemment, vous avez la possibilité de me contacter par mail si vous avez la moindre question bah, d'ici la clôture Parcoursup et même bien après.
Oui, c'est pareil. Pour moi, je me tiens à disposition si vous avez des questions à propos voilà, du parcours. Euh, un petit conseil, si vous hésitez entre plusieurs parcours, n'hésitez pas à consulter nos plaquettes pour vérifier quelles sont les matières qui sont proposées sur les 3 ans de licence. Comme ça, vous aurez une visibilité vraiment générale du parcours et ça vous permettra de faire votre choix en connaissance de cause. Je vais le mettre le lien dans le chat. D'accord. Et pour ce qui est des ambassadeurs, du coup, n'hésitez pas sur le site internet de la FLD, vous avez une rubrique Vos ambassadeurs, et du coup, vous pouvez retrouver le nom de mes collègues et moi-même, et vous pouvez nous adresser un mail, on pourra y répondre avec grand plaisir. N'hésitez pas si vous voulez avoir un retour étudiant sur une quelconque question. Je le mets également dans le chat. Eh bien, voilà, je propose de clôturer la réunion. Merci beaucoup pour votre participation. J'espère que vous avez été éclairé sur les différents reportages, enfin les différentes interventions des étudiants et puis on espère vous voir à la rentrée. Bien. Bonne soirée à Bonne tous. soirée. Merci beaucoup. Bonne Merci. soirée. Merci aux étudiants. Avec grand plaisir. Passez une très bonne soirée. Bonne Prenez soin de Bonne vous. soirée, au revoir. soirée. Bonne Au revoir. soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir.